The government's policy is that we're leaving the European Union on the 29th of March. In the 98 days that remain to us, we must turbocharge our preparations to make sure that there is as little disruption as possible to our national life. This is what democracy looks like. Parliament's been shut down specifically to push through an agenda a lot of people disagree with, and we're here to stop the abuse of our system of rules and government just to get through an ideology. The UK has voted to leave the European Union. Bon les amis, l'heure est grave, les Britanniques regrettent d'avoir voté pour le Brexit. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'aucun stéréotype, qu'aucune blague discriminante ne sera faite à l'encontre des roast-beef. Surtout qu'ils vivent un moment difficile, le Brexit est en train de diviser le pays comme jamais. C'est presque un sujet tabou aujourd'hui entre les habitants de Grande-Bretagne. En tant que Frexiteur convaincu, ça m'a laissé pantois et ça me pousse à bousculer mes convictions. Mais pas de problème, dans la vie je suis toujours prêt à me remettre en question, demande à mes ex, ces grosses... Au départ, j'ai pris ça à la légère, je me suis dit c'est encore la vie des pro-Union européenne, rien d'alarmant. Et puis j'ai quand même décidé de vérifier par moi-même, on ne sait jamais. Rappel des faits, le 23 juin 2016, lors d'un référendum organisé par David Cameron sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, 51,9% des Britanniques ont choisi de quitter l'UE. Décision qui a fait bander tous les Frexiteurs et fait paniquer tous les pro-Union européenne chez nous. Sauf que si l'on en croit les sondages, une majorité de Britanniques ayant voté pour le Brexit regrettent aujourd'hui ce choix historique avec le sentiment grandissant que le coût du divorce l'emporte sur les fameux gains promis par les Brexiteurs. Selon le dernier sondage Opinium, seulement 22% des Britanniques estiment que la sortie de l'UE a eu un effet positif sur le pays en général, une proportion qui tombe à 12% si l'on considère spécifiquement l'économie. Et on va longuement en parler dans cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner. Non, je rigole, j'en ai rien à foutre. Près de 9 Britanniques sur 10 considèrent que le Frexit fait mal au portefeuille, l'autre c'est Boris Johnson. Alors, on vanne, mais après t'as quand même 63% d'entre eux qui estiment que le Brexit a nourri l'inflation et la crise du coût de la vie. Par contre, ne comptez pas sur moi pour chier bêtement sur le Brexit, déjà parce que je pense que ce que critiquent les Britanniques, ce n'est pas le Brexit en soi, mais ce sont plutôt les choix politiques et les promesses non tenues par le gouvernement. Et en plus de ça, beaucoup pourront dire que c'est trop tôt. Le Brexit est en vigueur depuis 4 ans et tout le monde s'est mangé Covid, guerre en Ukraine, donc ça mérite quand même d'être analysé sur du plus long terme. Même si ça ne veut pas dire que ça va forcément être positif sur le long terme. Et les gars, comme je le disais, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui le sujet du Brexit est tabou. En parler en famille, c'est très tendu, beaucoup de Britanniques préfèrent éviter le sujet pour éviter les tensions à table. Et vu que la moitié des trucs qu'ils mangent a un indice de dureté supérieur à l'or, je te laisse imaginer les dégâts. Bon les amis, petite pause très rapide pour vous dire que j'ai écrit mon premier livre, un thriller politique. Pourquoi thriller? Parce que j'ai imaginé comment Sandrine Rousseau pourrait devenir présidente de la République et les conséquences de cette présidence sur le pays. Forcément c'est chaotique, tout y est, écologie, manipulation médiatique, lutte violente contre ses opposants idéologiques, etc. etc. Toutes les informations sont en lien en description de la vidéo. Alors, pourquoi ils sont pas contents les Britanniques? Il y a plusieurs raisons et comme je sais que vous avez une capacité de concentration limitée à cause de votre consommation de TikTok et de compilation de cumshot, je vais commencer par le sujet que vous attendiez tous, l'immigration. Et oui, c'est l'une des grandes promesses des Brexiteurs, une meilleure gestion des frontières. Sauf qu'aujourd'hui, quelques 53% de ceux qui ont voté en faveur de la sortie de l'UE pensent désormais que le Brexit a nui à la capacité du Royaume-Uni à contrôler l'immigration. Alors, ce n'est pas ce que pense Rishi Sunak, l'actuel Premier ministre, met en exergue les derniers chiffres. 29 437 migrants ont traversé la Manche en 2023 contre 45 774 en 2022. Et il entend passer à la vitesse supérieure avec son plan Rwanda. Alors le plan Rwanda, je pense en faire une vidéo tellement cette histoire me fracasse de rire. En gros, les Britanniques ont décidé que tous les migrants qui passaient leurs frontières sans y être autorisés seraient envoyés au Rwanda. En mode, le Rwanda c'est la punition ultime. Aujourd'hui, un gamin ne fait pas ses devoirs en Angleterre, il mange pas des heures de colle, il mange des heures de vol pour le Rwanda, ce gros branleur. Et attends, parce que la vanne n'est pas là. Les migrants, quand ils arrivent au Rwanda, leur dossier est étudié pour voir si oui ou non on les accepte. Mais pas au Royaume-Uni, au Rwanda. Les mecs pensaient s'installer à Londres, ils se retrouvent à Kigali, ils voulaient des bus à 2 étages, ils vont vite comprendre que là-bas, le 2e étage, c'est le toit du bus directement. C'est tout bonnement hilarant si on met de côté la misère humaine, bien sûr. Mais là, ceux à qui il faut s'en prendre, c'est aux associations de passeurs de migrants. C'est une mafia de trafic d'êtres humains qui gagne beaucoup d'argent. J'avais fait une vidéo sur le sujet jadis. D'ailleurs, les conservateurs anglais dénoncent aussi cette mafia qui tue et donne de faux espoirs. Donc sur les chiffres de l'immigration, le Premier ministre, on l'aime beaucoup, il avance des chiffres, mais d'autres chiffres sont avancés par ses opposants qui parlent même de solde migratoire record depuis le Brexit. En 2022, le Royaume-Uni a vu 1,2 million de personnes arriver sur son territoire, contre 557 000 qui sont partis, soit un solde d'environ 600 000 contre 335 000 en 2016. Alors, faut prendre en compte les réfugiés hongkongais et les réfugiés ukrainiennes. Je précise parce que égalité homme-femme, les hommes chassent les Russes, les femmes chassent les bonnes affaires chez Pimki. Mais en gros, hors
victorieux, ils ont pris 925 000 personnes cette année-là. Après, ça tend à diminuer, soyons honnêtes. Mais clairement, les conservateurs anglais au pouvoir galèrent avec l'immigration et ça ne date pas d'hier, à tel point qu'ils se font attaquer sur leur flanc droit par les travaillistes, donc pour le dire vulgairement les gauchos, même si c'est un peu plus complexe que ça au Royaume-Uni. On en parlera un peu plus tard si t'as pas switché sur une vidéo d'Hugo Décrypte comme une grosse tente. Je fais la distinction avec l'immigration européenne et extra-européenne déjà, parce que voilà, et surtout qu'il y a de vraies études là-dessus au Royaume-Uni, on parle même de recomposition ethnique et de la lente disparition des White British, qui représentaient 87,5% de la population en 2001 et qui sont tombés à 74,4% en 2021. Sur la même période, les Asiatiques sont passés de 4,4 à 10%, le tout vivant dans un seul studio à Londres, ce qui est quand même un exploit. Et les Noirs, on est passé, oui, je n'ai rien à voir avec le Royaume-Uni, mais je me suis inclus dedans, donc on est passé de 2,2 à 4% en 20 ans. Petit joueur. Si je ne nous connaissais pas, j'aurais même dit petite b***. Donc ouais, niveau immigration depuis le Brexit, c'est pas dingue, à tel point que certains pro-Europe parlent du plus gros mensonge du Brexit. Le pire, c'est que le Royaume-Uni se mange tous les effets négatifs de l'immigration avec full up d'immigrés extra-européens et un manque d'immigration européenne qui, lorsqu'ils ont quitté le navire à cause du Brexit, ont laissé tout un tas de postes vacants, postes qui galèrent à être occupés et ça touche pas mal de secteurs comme la restauration, le bâtiment, l'hôpital, etc. Alors en même temps, il y avait une petite zumba des British ces derniers temps qui se plaignaient de l'immigration extra-européenne mais aussi de l'immigration européenne. Ça parlait même d'EU rats. You know, I remember one day when they had the big headline of EU rats. So now I'm getting compared to a rat? When was the last time somebody was compared to a rat on the basis of their... Alors c'est méchant, mais en même temps, je ne vois pas pourquoi les British devraient se réjouir d'une immigration roumaine ou bulgare, ou que sais-je, sans contrainte. C'est même pire, sous certaines conditions, l'Europe peut même l'imposer, cette immigration. Et puis, soyons honnêtes, beaucoup de Français rêvent de vivre dans la belle capitale anglaise. On serait environ 225 000 rien qu'à Londres, ce qui la place 11e ville française en termes de population. Mais là encore, restons politiquement corrects et posons simplement la question, qu'est-ce qu'un Français? La question est ouverte, je vous laisse vous exprimer respectueusement dans les commentaires. Bon, et malgré cette Zumba depuis 2020, c'est plus d'un demi-million de travailleurs qui sont partis et évidemment, ça compte pas mal de travailleurs européens. 565 000 travailleurs sont donc manquants en Grande-Bretagne. Alors ce phénomène a plusieurs explications. La retraite anticipée chez les 50-64 ans en premier lieu, mais aussi la hausse des taux de maladie chez les adultes en âge de travailler, le vieillissement de la population britannique et les changements dans la structure de la migration après le Brexit. Puisque depuis le Brexit, les nouveaux arrivants, d'où qu'ils viennent, doivent justifier d'un salaire minimum de 29 000 € par an. Donc jeune fille au père, par exemple, ça dégage. Et c'est pareil pour les serveurs, ça se complique suivant le contrat, alors que la restauration et l'hôtellerie sont les secteurs les plus touchés par cette pénurie de travailleurs. Avec le Brexit et le retour des formalités administratives, le Royaume-Uni se prive de 370 000 travailleurs européens qui auraient pu en partie combler les pénuries de main-d'œuvre qui ralentissent l'économie britannique. Un chiffre qui tend à baisser aussi parce que le Royaume-Uni fait de plus en plus appel à de la main-d'œuvre non européenne pour accélérer ce qu'on appelle l'immigration de travail. Ouais, mais quand c'est pour le travail, ça vous gêne pas d'aller chercher ailleurs? Bah ouais, bienvenue dans le monde réel, connard. Et toujours un peu d'honnêteté, en France on a actuellement 357 000 postes vacants, et là je suis sûr que le Frexit n'y est pour rien. Alors il y a un autre sujet qui ne concerne pas directement l'immigration, mais je savais pas où le mettre, donc il est là, c'est la crainte de mouvements indépendantistes des pays du Royaume-Uni. Oui, parce que si t'as arrêté l'école au portail, tu n'es pas censé savoir que le Royaume-Uni est composé en réalité de 4 nations. Angleterre, Pays de Galles, Irlande du Nord et l'Écosse, justement. Les Anglais craignent un gros mouvement indépendantiste de ce côté-là, puisque les Écossais considérés pro-européens ont refusé le Brexit à 62%. La question de leur indépendance refait donc surface après le dernier référendum de 2014 sur leur indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, pour lequel ils avaient voté non en majorité à 55,3%. Alors par rapport à l'Angleterre, l'Écosse est aussi considérée comme une nation plus progressiste. D'ailleurs, l'ancienne première ministre a même quitté ses fonctions après près de 10 ans, en partie parce qu'elle s'était retrouvée en difficulté après que Londres a bloqué une loi controversée facilitant le changement de genre. Loi qui devait permettre la reconnaissance du changement de genre sans avis médical et dès 16 ans. Bon, ça et leur amour pour l'Europe, tu vois bien les différences avec les Anglais par exemple. Si nouveau référendum il y a en Écosse pour leur indépendance, il y a de fortes chances pour que ça passe cette fois à cause du Brexit. Référendum qui ne devrait peut-être jamais voir le jour, puisque la Cour suprême britannique a dit qu'il n'y aurait rien sans l'accord de Londres. Et lorsque les Écossais ont demandé à Londres, ouvrez les guillemets, vous en pensez quoi? Londres aurait répondu, Kwakubé. Voilà, c'est les infos que j'ai, je pense que c'est mort. Et la question de l'indépendance est évidemment relancée depuis l'arrivée du nouveau
Premier ministre écossais Humza Yousaf. Lui, il veut quitter évidemment le Royaume-Uni pour revenir rapidement dans l'Union européenne. Petite excitation un peu partout, même au Pays de Galles, à moindre mesure puisqu'il y a eu une majorité pour le Brexit à 53%. Après, comme partout, il y a toujours eu des mouvements indépendantistes et s'il est avéré que le Brexit se passe mal et qu'en plus les Écossais arrivaient à partir, ça relancerait le débat aussi dans cette nation du Royaume-Uni. Et t'as aussi l'Irlande du Nord qui a voté en majorité pour rester dans l'Union européenne. Bon là c'est un cas compliqué, déjà il y a une frontière au milieu du pays depuis plus de 100 ans qu'on a laissé ouvert pour préserver la paix, mais quand même, cette histoire c'est complètement dingue, c'est comme si en France il y avait une frontière avec le Sud. C'est vrai qu'ils sont pas comme nous ces gens-là, mais faut pas les rejeter pour autant. Donc on a la République d'Irlande qui fait partie de l'Union européenne et l'Irlande du Nord qui est britannique, mais évidemment les pro-UE du Nord s'interrogent sur le moment de réunifier les deux Irlandes et appartenir entièrement à l'Union européenne. Et certainement à cause des résultats du Brexit depuis 2021, les sondages montrent une légère majorité en faveur de la réunification de l'Irlande. Alors je veux pas vous emmerder avec ça, mais je lisais un petit récit d'amour entre une meuf du Sud et un mec du Nord de l'Irlande, et la meuf raconte à quel point pour elle l'Irlande du Nord c'est un autre monde. Ils parlent en miles, ils payent en livres alors qu'eux parlent en kilomètres et payent en euros. Elle et son mec sont de toute façon contre la réunification parce qu'ils sont persuadés que ça va repartir en guerre civile comme celle qu'a vécu l'Irlande du Nord entre 1968 et 1998, opposant donc les pro-Royaume-Uni et les pro-Irlande unique. Encore une fois, ce n'est pas prévu pour l'instant, mais les résultats du Brexit peuvent mettre un coup dans la fourmilière. Et si tout ça arrivait, ce serait catastrophique pour l'Angleterre, qui est le cœur du Royaume-Uni, mais aussi le poumon, le foie et la couille gauche. Voilà. On a quand même pas mal de monde dans les autres nations du Royaume-Uni qui étaient contre la sortie de l'Union européenne. Il est donc normal qu'ils craignent des mouvements indépendantistes. Et dans cette situation apocalyptique, l'Angleterre se retrouverait bien seule, perdant plus de la moitié de son espace et toutes les retombées économiques qui vont avec. Surtout que les pro-Brexit ont assuré que le Royaume-Uni resterait une voix influente, une puissance nucléaire, membre de l'OTAN et du Conseil de sécurité de l'ONU. Si division il y a, ça resterait une voix influente, mais chez eux, maximum. Sur l'autre grand sujet ayant dominé la campagne de 2016, l'amélioration du système de santé public, NHS, pour National Health System, comme on l'appelle au Royaume-Uni. Et là, la désillusion est encore plus grande. Et j'en profite pour glisser ici que la droite anglaise a un don pour le storytelling et les symboles. Et dans le cas de la NHS, il y avait le fameux bus rouge lancé par Boris Johnson qui promettait 350 millions de livres dans les caisses britanniques en cas de sortie de l'Europe. 350 millions de livres qu'il a promis de mettre dans le système de santé en priorité, justement. If we vote leave on June the 23rd, we can take back control of £350 million a week and spend on our priorities here in this country, including on the National Health Service. We can take... Bon, c'est Johnson, il aime le spectacle. Contre, après, fallait avouer à la télévision qu'il avait un peu abusé sur les chiffres. Pounds a week we send to the EU, which we will no longer send to the EU. Can you guarantee that's going to go to the NHS? No, I can't, and I would never have made that claim. 17 million people have voted for leave. Yeah. Based, I don't know how many people voted on the basis of that advert, but that was a huge part of the propaganda. But you're not guaranteeing that that money, as promised, will go to the NHS. Mais c'est la politique, les gars, c'est avant tout du cinéma. Comme disait l'un des responsables de la campagne de Donald Trump, la politique, c'est le show business pour les moches. D'ailleurs, les anti-Brexit d'aujourd'hui ont eux aussi lancé un bus rouge pour dire que le Brexit coûte beaucoup d'argent finalement. Malheureusement, le bus est resté bloqué dans une rue trop étroite, donc c'est tombé à l'eau. C'est le problème avec les progressistes, ils veulent mettre des femmes partout, même au volant. Et donc actuellement, que dire de la NHS? Elle va tellement mal qu'elle va déclencher une crise politique. Bon là, je cite la réaction d'un Français au Royaume-Uni, ça fait froid dans le dos. Ici, dans un service d'urgence, un patient touché par un AVC est contraint d'attendre 24 heures assis sur une chaise. Là, dans un autre hôpital, on manque d'oxygène. Les patients passent des jours et des jours sur des chariots. Il n'y a plus de flacons pour les tests urinaires. On les effectue dans des tasses de thé. Oh my god. Ça, c'est lui qui le dit, oh my god, c'est pas moi. Tests urinaires dans des tasses de thé. Même en temps de crise, ils arrivent à être chauvins. Putain. On parle au Royaume-Uni de 300 à 500 personnes qui meurent chaque semaine à cause du manque d'effectifs. 7 millions d'opérations en attente début 2023. 7 millions. Les professionnels de santé sont au bout du rouleau avec des grèves, notamment des infirmières, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps au Royaume-Uni. Un hôpital sur 4 a même dû ouvrir une banque alimentaire pour ses salariés. Bon, je dis ça comme si l'hôpital en France se portait bien, alors non, mais techniquement, ça se porte un peu mieux. 300 à 500 morts par semaine quand même au Royaume-Uni, c'est énorme, et le nombre de lits par habitant est 2 fois inférieur à ce que nous avons en France. Et là, attention, ça ne date pas du Brexit. Le gouvernement dit que ce serait plus lié au Covid et à l'épidémie de grippe. En gros, c'est conjoncturel selon eux, et le
le Brexit n'y est pour rien. Alors, après 2 ans, ça peine quand même à s'améliorer et l'argent qui était promis grâce au Brexit peine à venir aussi. Donc le nouveau ministre et le gouvernement font l'autruche et accusent les grévistes de faire le jeu de Poutine en affaiblissant le Royaume-Uni. La gauche trouve ça moche et accuse les conservateurs qui, depuis plus de 10 ans au pouvoir, ont sous-investi dans l'hôpital public. D'ailleurs, Boris Johnson avait promis la construction de 40 hôpitaux, il y en a 7 en construction, et on parlait de postes vacants dans l'hôpital, il en manque près de 160 000 avec une nette perte depuis le Brexit. Alors là, j'essaie d'avoir des points positifs sur l'hôpital, mais c'est pas facile, surtout que Johnson et son équipe ont reconnu leurs mensonges. Après, je le répète, mais n'oublions pas que nous aussi, chez nous, nous connaissons une crise importante de l'hôpital. En parlant de crise, venez, on parle un peu d'économie. Bon, on a 2 camps qui s'opposent, les pro-Brexit et les anti-Brexit. C'est juste que dans le camp des Brexit, il y a un paquet d'anciens pros. Quels sont les arguments des mecs qu'ils défendent encore aujourd'hui? Les conservateurs, en gros. Les défenseurs du Brexit, comme je l'ai dit, ils considèrent qu'on ne peut pas juger d'un tel changement géopolitique au bout de 3 ou 4 ans. Par ailleurs, brouillé par le Covid et la guerre en Ukraine. Et que le véritable bilan ne pourrait être fait que dans une poignée de décennies. D'ailleurs, je vous donne leurs arguments pour prouver que le Brexit est ou sera in fine une bonne chose. Déjà, il y a une prévision, Open Europe, qui dit que le Brexit permettrait une hausse du PIB d'ici à 2030 de 0,6 à 1,6%, selon leurs prévisions les plus optimistes. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Open Europe, c'est un cercle de réflexion eurosceptique. Oui, mais tu m'emmerdes. Ensuite, les Brexiteurs continuent à penser que Bruxelles impose trop de régulation et de paperasse avec un coût pour l'économie. Selon une étude, toujours d'Open Europe, ils sont pas là pour croiser les sources, t'as bien compris. Donc, selon cette étude, les coûts des 100 régulations les plus contraignantes imposées par l'Europe s'élèvent à 33,3 milliards de livres par an. Tu sors de l'Europe, ça fera forcément de grosses économies. Alors, je plaisante évidemment quand je dis que les sources ne sont pas croisées, puisque l'Office for National Statistics, l'équivalent britannique de l'INSEE, a publié une révision statistique majeure. Celle-ci porte sur les années 2020 et 2021. Pendant la pandémie, elle conclut que l'économie britannique était nettement plus solide qu'estimé initialement. Au 4e trimestre 2021, le produit intérieur brut était finalement de 0,6% au-dessus de son niveau du 4e trimestre 2019 selon eux. Ils disent aussi que le pays a progressé de 7,5% du PIB en 2021, surpassant toutes les prévisions. Les aides de l'État aux agriculteurs ont augmenté de 6% et ont été versées en une seule fois. Les premiers chiffres concernant le secteur nord-irlandais montrent que la production a progressé de 9% et le résultat global des ménages agricoles TIF de 8,3% entre 2020 et 2021. Ils vont même plus loin en annonçant que le Royaume-Uni avait connu une croissance plus rapide que celle de l'Italie et de l'Allemagne depuis 2016. Les conservateurs mettent aussi en avant les accords de libre-échange signés avec des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour, ou son adhésion au partenariat commercial transpacifique, le CCTPP. Alors les conservateurs ont même sorti un petit bouquin, les avantages du Brexit. Ah, y a pas de remise en question ici, cousin. Pour tout ce qui est bureau des plaintes, doute, hop, tu fais la queue et tu vas te faire enculer. Donc, dans ce livre neutre et objectif, le gouvernement britannique promet de soutenir le secteur agricole et de ne jamais faire de compromis sur les normes environnementales, sur la sécurité alimentaire et le bien-être animal. Il estime que la PAC, donc la politique agricole commune aux membres de l'Union européenne, avec ses règles trop restrictives, a été un désastre pour les agriculteurs et l'environnement. D'ailleurs, la contribution à la TVA et les subventions agricoles de l'UE coûtaient des centaines de livres sterling chaque année aux consommateurs britanniques. Donc, il y a une volonté de rassurer ce secteur, toujours avec la promesse qu'au final, la Grande-Bretagne aura davantage de contrôle sur sa législation et sa réglementation sans prendre le risque de se voir imposer des politiques européennes contre-intuitives. Ils appuient aussi sur le fait que l'appartenance à l'UE empêchait la Grande-Bretagne de tirer pleinement profit des échanges internationaux avec des économies comme le Japon, l'Inde et les États-Unis. Rishi Sunak dira même « Nous avons fait d'énormes progrès en exploitant les libertés offertes par le Brexit pour relever des défis générationnels, que ce soit en menant le déploiement de vaccins le plus rapide d'Europe, en concluant des accords commerciaux avec plus de 70 pays ou en reprenant le contrôle de nos frontières. » Voilà, je pense qu'on a fait le tour des points positifs évoqués par les conservateurs. Ah, et la sortie de l'Europe, c'est aussi la fin d'Erasmus. Je te laisse juger si c'est une bonne nouvelle ou pas. Moi, je reste neutre sur cette invention de merde. Ensuite, que disent les anti-Brexit? Sadiq Khan, maire de Londres du Parti travailliste, accuse le Brexit d'avoir coûté des dizaines de milliards de livres à l'économie britannique. Le maire de la capitale se fonde sur une étude commandée à Cambridge Econometrics selon laquelle le Brexit a coûté 140 milliards de livres, soit environ 163 milliards d'euros à l'économie britannique, dont 30 milliards de livres rien que pour Londres. Il dit aussi que ça a coûté la perte de 2 millions d'emplois dans le pays. 2 millions, c'est quoi ce chiffre de fou? Tu n'es qu'un psychopathe sadique. Parce que moi, sur les emplois, j'ai avancé des chiffres différents, 4 fois moins élevés pour être précis. À vous de voir, est-ce que vous préférez croire un influenceur ou est-ce que vous préférez me croire moi? Ensuite, la séparation de l'UE, c'est la séparation avec le premier partenaire économique du Royaume-Uni, représentant 44% de ses exportations et 53% de ses importations en 2015. D'après les calculs du Center for European Reform, le CER, l'adhésion à l'UE a accru les
exportations britanniques de 55%. Le Brexit pourrait même entraîner un manque à gagner pour la croissance de 0,8 à 2,2%. Sans accès au marché commun, le Royaume-Uni perdra une grande partie de ses investissements directs étrangers qui viennent pour 48% de l'Union européenne, quasiment la moitié. D'ailleurs, les pro-Union européenne pensent qu'avec l'Union européenne comme partenaire économique principal, le Royaume-Uni devra continuer à respecter les réglementations européennes tout en perdant son pouvoir de décision. À tel point que Sadiq Khan, donc le maire de Londres, a appelé à nouer une relation plus étroite avec l'UE, avec la conclusion d'un nouvel accord. En fait, s'il était totalement honnête, il parlerait même d'une annulation de Brexit, et je sais que notamment parmi les travaillistes, beaucoup y pensent. Et j'en profite pour répondre à ça rapidement en donnant un avis personnel, neutre et bienveillant, c'est de la merde. Et je dis ça au nom du peuple britannique, fuck off! Soyons honnêtes les mecs, dans quel état tu reviens après avoir voté pour la sortie de l'Union européenne? Parce que s'ils reviennent, ce ne sont pas seulement les travaillistes qui seront européens, c'est bien l'ensemble des Britanniques qui ont donc majoritairement voté pour la sortie de l'Europe. C'est quel niveau de quequisme pour le Royaume-Uni? Soyons sérieux 2 minutes. En plus, je sais même pas s'il y a des lois pour légiférer sur un tel statut. T'imagines venir quémander une place que t'as toi-même voulu quitter? L'Europe, c'est comme ton ex, elle a toutes les raisons d'être rancunière. Et des pays qui veulent intégrer l'Europe aujourd'hui, il y en a plein. Il y a la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine, l'Albanie, la Géorgie. Et je pense que pour leur donner une petite fessée, l'UE serait capable de dire, bah vous faites la queue comme tout le monde, vous attendez votre tour, hop, voilà, juste derrière la Bosnie-Herzégovine. Et quand t'es le grand Royaume-Uni qui historiquement a à peu près façonné l'univers, ça la fout mal. Et là vous allez me dire oui mais le Royaume-Uni pèse plus que ces pays-là. Et tu as raison jeune rookie, il est vrai que l'Europe a perdu l'une de ses 3 grandes puissances, une des plus importantes places financières au monde, le premier partenaire diplomatique des États-Unis en Europe ainsi que l'un des seuls États européens entretenant une armée régulière conséquente. Mais quel message ça enverrait à tous les pays qui rêvent de tenter l'expérience de la sortie de l'UE? Moi le premier, tu me dis on peut faire le test et revenir, je milite pour voir ce que donne le Frexit, juste pour voir. Le fait de savoir que toute sortie est définitive, moi-même ça me fait réfléchir à 2 fois aujourd'hui avec ce que j'apprends sur le Brexit. En plus, ce qui est bien avec ça, c'est que le résultat est direct. Dès le départ, le marché britannique s'est asséché avec des investisseurs préférant attendre une stabilisation. C'est l'inconnu pour les investisseurs qui ne sont pas là pour prendre trop de risques. D'ailleurs, petite parenthèse, mais les Britanniques connaissent ça trop bien, puisque c'est ce qui s'est passé dès l'arrivée de Liz Truss, l'ancienne première ministre qui a le record du mandat ministériel le plus court de l'histoire du Royaume-Uni. 44 jours au pouvoir, j'ai fait des siestes plus longues. Bon, son plan en temps de crise nationale, c'était une baisse d'impôts non financée qui avait provoqué une panique sur les marchés et une flambée des taux d'intérêt britanniques. Elle voulait aussi apporter une aide financière colossale aux ménages touchés par les prix de l'énergie. Et elle comptait financer tout ça grâce à la croissance des emprunts, ce qui a fait paniquer les marchés. Donc dès qu'elle arrive au pouvoir, le livre fait une chute historique et les taux d'emprunt explosent. Elle plonge le pays dans une putain de crise. Elle a même pas encore défait ses cartons. Un peu arrogante, elle a refusé d'écouter les spécialistes de l'économie et s'est donc enfoncée jusqu'à revenir à la raison et de virer son ministre de l'économie pour le remplacer par Jeremy Hunt. Lui, il arrive, il prend le programme économiste de la ministre, il se torche avec et annonce de nouvelles taxes pour les Britanniques à hauteur de 38 milliards de livres. Là, effet immédiat, les marchés sont rassurés et le livre repart immédiatement à la hausse. Mais pour Liz Truss, c'est trop tard, elle est critiquée de partout, même par Joe Biden. Le mec ne maîtrise plus sa vessie, mais pour pisser sur Liz Truss, il a retrouvé comment ça marche. Elle est salement critiquée et se défend très mal à la télévision. Les Anglais se sont sentis humiliés. Elle tentera même de s'excuser en direct à la BBC, ce qui la fera encore plus plonger. Conclusion, même en excuse, elle est nulle. Elle annonce ensuite sa démission et sera remplacée par l'actuel conservateur Rishi Sunak. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse Liz Truss. Pour en revenir sur les dégâts économiques du Brexit, on va rester sur le sujet des investisseurs. Faut comprendre que le Royaume-Uni a pris une distance avec son principal partenaire économique, l'Union européenne, sans réelle sécurité mise en place. Résultat, la croissance des investissements ne suit plus la moyenne du G7 et décroche de 20%. Dès l'annonce du Brexit, il y a eu un choc économique direct. Comme je le disais, les investisseurs ont pris peur, mais c'est normal. Je vous donne 2 exemples assez parlants que j'ai trouvés dans le journal Le Monde. Je cite donc: ainsi, au détour d'un dîner, c'est le patron d'un grand groupe ferroviaire européen présent au Royaume-Uni qui hausse les épaules, l'air blasé devant le fiasco britannique de sa 2e ligne de TGV qui devait relier Londres à Manchester et s'arrêtera finalement à Birmingham à mi-chemin. Ça devait s'appeler HS2 High Speed 2 parce que c'était la 2e ligne à grande vitesse du pays. Ce sera plutôt HS 1,5 voire HS 1,25. Lui n'a plus aucune confiance dans l'actuel gouvernement britannique et sa constante instabilité. Il dira même: pour l'instant on reste dans ce pays et on attend de voir le prochain gouvernement. Oui, alors il reste parce que faut pas déconner, c'est le Royaume-Uni, c'est encore la 5e puissance mondiale. Si ça avait été l'Ouganda, il serait reparti fissa avec ses trains et il aurait laissé les contrôleurs à la limite. Je poursuis. Autre confidence entre la poire et le fromage, c'est toujours le Monde qui parle comme ça. Entre la poire et le fromage, cette fois d'un patron français de prêt-à-porter qui dresse la longue liste des problèmes posés par le Brexit. Il a dû changer sa chaîne logistique, sa paperasserie s'est alourdie et les embauches sont plus difficiles faute de personnel. Plus inattendu, les touristes dépensent moins dans la
capitale parce que le gouvernement britannique a supprimé la détaxe à la frontière depuis le Brexit. Londres a été la ville incontournable du shopping international où les grandes enseignes devaient absolument être, explique-t-il, mais de plus en plus c'est en train de passer à Paris. Allez écouter les magasins de luxe de Regent Street, l'une des artères centrales de la ville, sont désormais à la peine. Bon, ça c'est lui qui le dit, mais en tout cas cet homme souffre, je l'ai senti à la lecture de l'article. Donc direct, ça a entraîné une perte de 10% de la valeur du livre. Prix des imports plus cher, export beaucoup plus compétitif. Résultat, les exports n'augmentent pas, mais le prix des imports continue à grimper. Pour la faire simple, tout ce que tu achètes en dollars deviendra plus cher en livres. Bim, inflation directe de 2-3%. Tout ça coûterait près de 870 pounds par ménage par an. Aujourd'hui, le Royaume-Uni subit une des inflations les plus fortes, atteignant 10,5% début 2023, un niveau jamais atteint depuis plus de 40 ans, avec un PIB qui a reculé de 0,3% au troisième trimestre de l'année 2022, provoquant une grave crise et des grèves historiques. Certes, il y a la guerre en Ukraine et la pandémie qui participent à cela, mais l'économie britannique décroche plus qu'ailleurs, selon certains spécialistes. Le Royaume-Uni est par ailleurs le seul pays du G7 à n'avoir pas encore renoué avec son produit intérieur brut d'avant la pandémie Covid-19, insiste-t-il. Il y a même des économistes qui disent que le PIB britannique serait supérieur de 4% si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne. D'autres parlent même de 5,5%. Bon, maintenant on va être honnête et on va parler de ceux qui souffrent le plus du Brexit. Bon, déjà il y a les pubs et ceux qui y vont, donc environ 99% de la population. L'autre c'est le maire de Londres, il est musulman. Oui, parce qu'avec la perte des touristes européens qui représentaient une majorité, forcément les prix dans ce genre d'endroit vont exploser et là ce sont les Britanniques qui vont payer la note. Mais plus largement, ce sont les petites entreprises qui galèrent. Je raconte ma vie, mais j'ai acheté une petite paire de boucles d'oreilles que je porte tous les jours avec le Christ dessus. Je précise parce que t'allais dire ouais, boucle d'oreille, t'es un p***. Et comme c'est le Christ, ça annule. Mieux, ça te renvoie l'insulte, enculé va. Bref, j'achète ça sur un petit site londonien bien clean. Déjà, ça met 4 mois à arriver, j'ai la haine. Mais n'est-ce pas dans la Bible, dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 7, qu'il est dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » J'ai été patient, le colis arrive, je suis heureux. Sauf qu'au moment de le récupérer, et pour la première fois de ma vie, la meuf de la poste me demande de payer 19,90 € de taxes parce que le colis vient du Royaume-Uni. 19,90 €, c'est son salaire à l'année. Sauf que dans ce paquet, il y a le Christ. Je peux pas lui dire « T'as qu'à te le foutre où je pense. » J'ai payé et en payant, je me suis dit que ma relation commerciale avec le Royaume-Uni s'arrêtait là. Sauf que là, je me suis mis de l'autre côté, du côté de cette petite entreprise de bijoux britannique qui fait un travail extraordinaire, soyons honnêtes. Eh ben, c'est la galère. Que disent les petits entrepreneurs depuis le Brexit? Déjà, pour la plupart, l'Europe était leur premier client, sauf que depuis, tout est devenu une galère. Contrairement à ce qu'on leur avait promis, déjà, ils subissent plus de bureaucratie, plus de paperasse. Avant, tu dealais avec l'Union européenne dans son entièreté. Maintenant, tu deals avec chaque législation de chaque pays. À l'époque, t'avais une petite société de shit anglais, tu prenais ton van, tu pouvais vendre à Barcelone, à Rome, à Paris. Aujourd'hui, même le van, tu vas galérer à l'avoir. L'Union européenne reste un énorme marché, peut-être le plus gros marché collectif qui a tendance à simplifier les échanges. Tu fais partie d'un réseau de 27 pays, tu peux acheter tes clopes en Espagne, personne va t'emmerder. Un échange commercial qui prenait 2 jours avant prend aujourd'hui plusieurs semaines, ce qui rend fou les clients comme moi. Et évidemment, le résultat, c'est beaucoup moins d'échanges entre le RU et l'UE. Et puis moins d'exports en général pour le Royaume-Uni. Et oui, ce sont surtout les petites entreprises qui se plaignent de ça. Résultat, ils se barrent. De moins en moins de business voit le jour en Grande-Bretagne et le gouvernement a tenté de pallier à ça avec un plan entrepreneur qui promettait moins de taxes pour les mecs qui créent des entreprises chez eux, mais rien n'y fait, ça ne prend pas. Donc les jeunes businessmen anglais se barrent dans des pays européens pour profiter de ce réseau et il semble que la Pologne soit leur premier choix. Alors ça c'est facile avec un business en ligne par exemple, que tu peux lancer de n'importe où, mais pour les autres. Regardez, c'est le cas super connu des pêcheurs anglais qui étaient parmi les plus virulents envers l'Europe. Ils ont poussé en majorité pour le Brexit. L'une des raisons principales était que l'UE donnait accès à tous les pays européens aux mers anglaises. En gros, l'Europe venait se servir du poisson anglais. Et ça, c'est pas cool parce que le poisson est la seule nourriture qu'ils ont en commun avec les humains. D'ailleurs, Johnson, le boss du marketing, leur avait dit « Si on quitte l'Europe, les poissons vont revenir chez nous. » Les poissons sont des Brexiteurs dans l'âme. Ils n'aiment pas l'Europe. Je connais une Raymanta très proche d'Asselineau, moi. Bon, les pêcheurs estiment que le gouvernement a fait l'inverse de ce qu'ils avaient promis déjà, mais pire que ça, avec les difficultés que rencontrent les Anglais à exporter leurs produits, le besoin en poissons se limite aujourd'hui au Royaume-Uni, ce qui a largement diminué la quantité de poissons nécessaires. 300 millions de livres perdus pour la pêche anglaise depuis le Brexit. Résultat, les pêcheurs sont dans la mouise et ils sont un paquet à mettre la clé sous la porte. Et au passage, je voulais faire plein de blagues de sale français sur le fish and chips, mais le problème, c'est que c'est très sérieux. Les petits restos de fish and chips fermeraient les uns après les autres. Il y a un risque de perdre la moitié de ceux-ci d'ici 2027, t'imagines? Ah oui, parce que fish and chips, tu retires le fish, il reste les frites. Autant aller à Bruxelles, c'est moins cher. Et puis j'écoutais
était même une petite fermière, eux aussi, comme je vous l'ai expliqué, on leur avait beaucoup promis. Elle explique que l'ouverture sur le monde va tuer les fermiers britanniques, puisqu'ils sont en concurrence aujourd'hui avec des pays qui n'ont pas les mêmes réglementations. Ils vont donc plus vite, plus fort et négligent souvent la qualité des produits et l'environnement. Et là encore, Johnson, roi de la com, contre qui je n'ai rien, mais il débarque à la télé avec son gros tracteur pour casser le mur de l'Europe qui empêcherait les agriculteurs britanniques de vivre décemment. Putain, moi je vois ça, j'achète les gars. Je suis sensible à ces conneries. Heureusement qu'il n'y avait pas une crise de l'industrie du porno anglais, sinon qu'est-ce qu'il aurait cassé pour imager ça? Alors que pouvons-nous en conclure? Honnêtement, j'ai bouffé un tas de témoignages de Britanniques pro-Brexit qui avouent vouloir revenir sur leur vote, et j'invente rien les gars, je suis pas payé par BFM moi. Et j'ai tendance à croire ces témoignages parce qu'on est sur des personnes comme les pêcheurs, les agriculteurs, les restaurateurs à qui le gouvernement a plus ou moins menti. Et c'est là tout le problème et la complexité de ce sujet. Le gouvernement a-t-il menti de manière éhontée en sachant ce qui allait se passer derrière, ou avait-il la meilleure volonté du monde et s'est juste retrouvé au pied du mur à devoir gérer des imprévus? Et l'autre grande question, c'est est-ce que cette situation est juste passagère ou est-ce qu'on est là face au résultat du Brexit que tous les pro-européens avaient imaginé? Les conservateurs anglais n'ont pas la meilleure posture en ce moment, mais sur ce point-là, ils n'en démordent pas. Les choses tendent à s'améliorer avec le temps et comme on l'a vu, certaines prévisions vont dans leur sens. Sauf que pour l'instant, on en est là. Les mecs galèrent, se sentent trahis et résultat, de plus en plus de Britanniques favorables au Brexit regrettent leur choix, c'est le fameux Big Red. Dans cette situation, je sais pas ce qui va se passer pour le Royaume-Uni dans 10, 15, 20, 30 ans. Je considère qu'un retour en Europe serait un aveu d'échec, mais là encore, si ça permet à des mecs de ne pas se retrouver à la rue, je me moquerai discrètement. Et puis il y a la question de la France et du Frexit. Les Français sont globalement sceptiques vis-à-vis de l'Europe, mais on voit quand même que les Frexiteurs perdent de l'influence à tel point qu'ils n'étaient même pas représentés lors des dernières élections présidentielles alors que c'est une question primordiale. Dupont-Aignan lui-même parlait de changer le syndic de l'immeuble selon ses propres termes et non pas de quitter l'immeuble. Alors certains vont dire on a voulu faire taire les Frexiteurs parce qu'ils détiennent la vérité, parce qu'ils dérangent, et pourquoi pas. C'est d'ailleurs pour ça que je suis à 100% pour un référendum sur la question pour qu'ensuite on puisse clore le débat. Malgré ce qui nous différencie du Royaume-Uni, on a la chance d'avoir un pays qui l'a fait et d'en observer les conséquences sur le court, moyen et long terme. Et étant quelqu'un de sage, j'opterai pour ça. Regardons ce qu'il se passe pour eux et prenons une décision rationnelle. Il y a toutes les raisons du monde de quitter l'Europe. Immigration, coût net de notre contribution à l'Union Européenne, 27 milliards d'euros en 2023, bordel. Et là t'as les Britanniques qui nous disent mais nous aussi c'est pour ces raisons-là qu'on a voulu quitter. Sauf qu'aujourd'hui on est dans un gouffre financier et l'immigration explose. Après je vous fais pas un récit apocalyptique ici, le Royaume-Uni est devant la France dans environ tous les domaines, ce à quoi certains pourraient répondre c'était encore plus le cas avant le Brexit. Certains vont me dire qu'il y a des alternatives à ça, comme on nous l'a proposé en France d'imposer la supériorité des lois françaises dans la Constitution, sauf qu'en face t'as la CEDH qui considère que l'Europe prime sur le droit national. Oui mais la souveraineté, on a élu un président français nous. Ta gueule. Soyons clairs, en ce moment le peuple britannique est composé de deux extrêmes. Ceux qui ne remettent rien sur le dos du Brexit et ceux qui remettent tout. Et même si les anti-Brexit sont de plus en plus nombreux, comme souvent peut-être que la vérité se trouve entre les deux.